En tout cas, on vous accueille avec beaucoup de chaleur. Tiré sur 8, 16, 32 épingles, c'est tout comme. Merci d'être là et d'illuminer une fois encore notre compréhension le temps de cette édition. Le débat. Merci mon cher Fabrice. Merci de m'accueillir à chaud. Bon, je mérite un peu ça parce que bon, je ne suis pas habitué à être en retard, mais là je le suis. Vous n'avez pas dit ça, mais par respect à pour mes copanélistes, à qui je présente toutes mes excuses. On ne vient pas en retard quand on a une émission qu'on va partager avec les panélistes du calibre de ce soir, cet après-midi. Ouais. Tu les as présentés apparemment? Absolument. Ouais, bon, on s'excuse aussi pour l'incident technique de tout à l'heure. Ça arrive. On n'est pas... nous sommes des hommes. Et nous ne voulons pas qu'on nous robotise. Donc ça arrive. Donc je salue Dr Bekima. Je suis très heureux de le retrouver. Très heureux. Très heureux. Il connaît tout le respect que j'ai pour lui. Je salue le professeur Belek, mon aîné que j'aime beaucoup. Je salue avec beaucoup de respect. Je salue Jonathan Batenguene qui est là. Donc je suis très content de le retrouver cet après-midi. Je salue Bertrand. Bon, c'est mon frère et compagnon de combat, camarade de parti. Et je salue notre frère qui est venu de Kribi pour nous assister. Monsieur Tino. Monsieur Tino est parti de Kribi pour nous assister. Il est en studio avec nous. Il nous apporte toute sa chaleur communicative et encourageante. Nous sommes très contents. Il y avait la fraîcheur du pont en eau profonde de Kribi. Et tous les espoirs que les Camerounais ont fondés sur cette infrastructure, qui est un des fleurons portuaires de l'Afrique en général et dans d'autres pays. Nous sommes particulièrement attachés à ce fleuron de notre système portuaire. Beaucoup les pays de la sous-région, partout, ont un grand espoir sur ce port-là. Et nous sommes très contents qu'un des hauts cadres soit si attaché au panafricanisme au point de se déplacer et de venir nous assister en studio. Donc je voudrais lui dire merci. Un merci spécial à Tino. Et à travers lui, tout le personnel du pont en eau profonde de Kribi qui nous suit, toute la direction qui nous suit. Et le directeur général en particulier du port en eau profonde de Kribi, qui nous suit. Nous sommes très touchés par cette marque d'estime, par cette présence. Je salue tous les spectateurs, téléspectateurs qui sont attachés à Afrique Média et qui sont attachés à notre mission, l'émission historique, l'émission mère. Je salue les techniciens. Et beaucoup de courage à Carlos. Carlos, qui se bat comme un beau diable pour être à la hauteur des défis techniques, hein, face à l'exigence d'excellence de Bertrand Tassinda. Il faut encourager Carlos. Carlos, ça arrive. Donc merci de m'inviter. Alors, vous voulez que je parle de Cotin? Je voudrais parler d'autre chose à votre émission. Allez-y. Je sais que vous avez déjà parlé de Cotin, non? Du tout. Ah, vous ne voulez pas parler de Cotin? Du tout. Non, Cotin, je veux dire un mot, mais je voudrais insister sur autre chose. Mais Cotin est l'expression de la situation des travailleurs au Cameroun. Les travailleurs. Le Cameroun est devenu, depuis très longtemps, depuis les ajustements structurels, le Cameroun est devenu le cimetière des droits des travailleurs. Droits des travailleurs. C'est-à-dire, le capital au Cameroun est roi. Les patrons sont des rois. Ce qui est même bizarre, c'est que, y compris, c'est encore plus grave, des entreprises parapubliques. Je dis bien le travail, hein. Parce que vous savez qu'en politique, les notions de travail, le rapport entre le travail et le capital est le cœur de la politique. Les gens ne le savent pas beaucoup, les gens oublient ça. Le cœur de la politique, depuis le 18e, 19e siècle, Fabrice, depuis l'avènement de l'ère industrielle, le cœur de la politique, c'est la lutte entre le capital et le travail. Et vous déterminez de manière fondamentale la nature d'un État dans son rapport au capital et au travail.
après l'indépendance, il y avait un certain équilibre dans le cadre du parti unique. Les 30 Glorieuses ont permis l'émergence d'un État-providence néocolonial, certes, mais État-providence, qui, malgré la politique de dictature néocoloniale qui prévalait à l'époque dans le cadre du parti unique, assurait une certaine hausse régulière des salaires. Et les droits sociaux des travailleurs étaient relativement garantis. Ça s'inscrivait dans un contexte mondial où le capitalisme, pour faire face au communisme, avait fait un compromis avec les travailleurs. Certains ont appelé ça la social-démocratie, certains ont appelé ça comme vous voulez, mais il y avait ce compromis-là entre le capital et le travail. Depuis les années 80 en montant, à la faveur de la chute du mur de Berlin, mon cher Fabrice, le capitalisme est devenu Dieu. Et le monde s'est néolibéralisé. Et dans les pays de la périphérie, cette néolibéralisation en réalité, c'est une forme d'esclavage. On a démantelé les droits des travailleurs. Pour le cas du Cameroun, les inspections de travail sont devenus les amis des patrons, les employés des patrons. Ils réagissent en fonction de l'argent qu'on les verse. Malheur aux travailleurs du Cameroun. Vous avez des problèmes, vous allez voir un inspecteur de travail, vous êtes mort. Il aggrave votre situation. Vous êtes mort. Donc, mon cher Fabrice, vous allez au Cameroun, dans les grandes plantations industrielles, dans les entreprises, partout. La condition du travailleur relève quasiment de l'esclavage. C'est ça, Cotin. En plus de l'imposition des pratiques ésotériques. Des pratiques ésotériques. C'est-à-dire que vous voulez maintenir votre poste dans une entreprise, on vous soumet à des pratiques inavouées, qui n'ont rien à voir avec, ça n'a rien à voir avec le travail. On doit vous soumettre à des pratiques les plus honteuses. Les plus honteuses. Donc c'est ça. Il y a un environnement, l'environnement du travail au Cameroun, où le travailleur est extrêmement grave. Je dis extrêmement grave. Même les enseignants l'ont exprimé. La grève des enseignants, c'était quoi? Ça continue d'ailleurs. Elle n'est pas terminée. C'était ça. Voilà notre... Allez, je dis dans tous les secteurs. Je vous dis, dans l'administration, les gens s'amusent. Hein. C'est grave, les petits fonctionnaires là. Mais c'est l'esclavage. Les petits fonctionnaires que vous voyez là. Parce que vous voyez seulement les grands ministres là. Non, ils, ce sont des. C'est pas possible. C'est une féodalité. C'est une féodalité carrément. Mais les petits fonctionnaires, mais allez voir, c'est carrément de l'esclavage. Donc c'est ce ras-le-bol qui se passe à côté. Bien sûr. Il y a des dimensions qui relèvent de la sécurité nationale. Tout à l'heure, je reviendrai dessus. Mais de manière fondamentale, Cotin, c'est ça. Le ras-le-bol des ouvriers. Vous allez au Cameroun, c'est grave. C'est-à-dire, on a inventé une affaire au Cameroun qui fait très mal. Les sociétés, qu'on appelle ça, les sociétés d'intérim. Vous connaissez ça? C'est-à-dire que les entreprises n'ont plus besoin. Ils ne traitent pas avec vous. Entre vous et votre employeur, il y a une société d'intérim. Il y a une société qui est là. Elle sous-traite vos droits. C'est-à-dire que l'entreprise là vous embauche, vous, et elle va vendre votre force de travail à un employeur que lui vous emploie. Il s'en fout que vous soyez affilié à la CNPS ou pas. Vos droits n'existent pas. Tout ça, et la société d'intérim gagne tellement d'argent sur vous. À la fin, vous ne gagnez rien. Vous n'avez pas de droit. Vous ne couvrez pas aucun droit. Le Cameroun, en la matière, est devenu un cimetière des droits de travailleurs. C'est extraordinaire, hein, parce que c'est extraordinaire pour un pays où le chef de l'État, qui a pris le pouvoir, ses orientations, c'est le libéralisme communautaire. Vous avez oublié ça? Les orientations fondamentales, c'est le libéralisme communautaire. Mais il y a eu une mutation, on est passé du libéralisme communautaire au libéralisme sauvage néocolonial. Sauvage et néocolonial. C'est ça qui est au Cameroun. Donc vous ne comprenez pas Cotin si vous le soustrayez de cet environnement-là, avec maintenant la particularité de Cotin lui-même alors. C'est-à-dire que sa particularité,
C'est pas très loin, c'est pas dans les plantations à Pendja, en Djombe là-bas. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Alors, moi, je vais vous dire, pour moi, c'est un événement fondateur, c'est un événement important. Pourquoi je vous dire. Mon chef, au Cameroun, quand les gens parlent de changement et d'alternance, vous savez bien, hein, on est dans un électoralisme sans contenu, dans le sens où on fait comme si au Cameroun, tout le monde a les mêmes droits, les mêmes intérêts. Le travailleur a les mêmes intérêts que le patron d'une PME a les mêmes intérêts que les patrons d'une multinationale. Les entreprises nationales ont les mêmes intérêts que les multinationales étrangères. Quand on parle au Cameroun, on dit changement, c'est ça. Il dit que, nous là, nous, les vrais panafricanistes de gauche, pas les histoires que tu as entendues, c'était un moment ici là-bas. Quand on a mis les vrais fondamentaux au congrès de NMP, tu as vu, ils ne parlent plus de ça. Nous avons clarifié l'affaire. Les vrais panafricanistes de gauche, nous savons que ce sont les esclaves, la force de travail africaine qui a enrichi le monde entier. La force de travail des Africains qui ont enrichi le monde entier. C'est la force du travail africain qui a enrichi les colons, qui a enrichi un pays comme la France, qui continue à le faire. C'est la force du travail au Cameroun qui paye l'impôt, qui paye les impôts, qui soutient l'État. La force de travail de l'immense majorité des Camerounais. Ceux-là, mon cher Fabrice, vous garantissez leurs intérêts dans le cadre de la politique dans un véritable programme de gauche, c'est-à-dire un programme qui n'accepte pas la suprématie du capital sur le travail. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Ce débat n'existe pas au Cameroun. On fait tout pour l'étouffer. Et c'est ça qui renseigne sur la pauvreté du débat au Cameroun. Voilà pourquoi Cotin est intéressant. Voilà pourquoi les revendications des enseignants, c'est intéressant. Voilà pourquoi les revendications des travailleurs, les chantiers navals, tous les travailleurs là, du secteur. Oui, je suis ça. C'est très grave. Que ça allait vous échapper. Non, je suis. Non, ils viennent me voir. D'abord, c'est de ce que je suis depuis très longtemps. Hein. Ah, d'accord. Ça fait au moins, c'est ce que je connais très bien. Je suis ça depuis très longtemps. Donc, les travailleurs, la condition du travail au Cameroun, ça dit que mais c'est incroyable. Pour le cas de Cotin, est-ce que le ministre Grégoire, je ne sais pas s'il s'est exprimé, je n'ai pas suffisamment recoupé pour tenter de rassurer les populations. Si c'était exprimé, ça peut-être pour tenter d'apaiser les tensions. Parce qu'il y avait... En tout cas, nous avons une équipe, nos camarades de la zone sont sur le terrain. D'accord. Je suis en train de... d'ailleurs, le parti prévoyait une communication spéciale à propos, okay. dans le cadre où tu connais d'ailleurs, à propos. Donc nous sommes toujours en train de recevoir les informations. Si le ministre s'était prononcé, ça aurait fait quoi? Vous avez oublié quand il s'est prononcé dans l'affaire des dockers à Douala, où on a tiré sur les dockers. Alors ça sert à quoi qu'on se prononce, quand on est en public, on se prononce comme si on voulait la paix, par derrière on ordonne de tirer sur les dockers. Vous avez oublié? Mais ça n'intéresse pas les partis politiques, hein, ça. Mais il faut bien comprendre l'orientation de ces partis. Donc, c'est ça le clivage. C'est un axe de gravité fondamental qui sépare les acteurs politiques au Cameroun. Et sur ça, nous, on est intransigeants. La politique, c'est des intérêts, Fabrice. Les intérêts de classe, la notion de classe sociale en politique. Vous ne connaissez pas ça? Quittez la politique. Bien sûr, l'intérêt supérieur de l'État peut, à un moment donné, à l'au-delà de classe. Mais ça, quand on dit ça, c'est grave. C'est grave hein, parce que dans l'authenticité de la théorie politique, la notion de classe, c'est-à-dire ça va au-delà des frontières nationales. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, avec les évolutions du monde, certains intérêts peuvent justifier que l'État s'élève au-dessus des classes. Mais, de manière fondamentale, la lutte des classes, c'est ça qui est au cœur de la politique, mon cher Fabrice. Et je veux dire que l'affaire de Cotin, là, contrairement à ce que vous imaginez, c'est un tournant. C'est une très grosse entreprise, hein. C'est pas que vous le savez. C'est une très grosse entreprise. Une bonne partie a été incendiée. On se demande si on va pas, en tout cas si on n'a pas perdu un autre fleuron de l'économie locale. La CDC en fait les frais. Aujourd'hui, Sosikama est complètement paralysé. Le chantier naval, ça ne fonctionne presque plus. Qu'est-ce qui reste donc finalement? Ce sont des actions désespérées de désespoir. Vous avez dit qu'il y a des dimensions de sécurité que je n'ai pas évoquées ici. Vous avez dit ça.
comme le cas de la Sonara, la dimension de sécurité. Voilà, je fais la part des choses. Pour l'instant là, on sait ce qu'il s'agit. Ce sont des revendications salariales des travailleurs qui sont à la base de ce problème. La base du problème est celle-là. C'est pour ça que moi je vous parle du rapport du travail et du capital. Et la situation spécifique de cette entreprise Cotin, où en plus de tous les brimades que les travailleurs subissent, je vous dis, il y a les dimensions ésotériques où on demande des choses aux gens qui n'ont rien à voir avec le travail. Tout ça mélangé, ça a créé un cocktail explosif qui a fini par exploser. Que d'autres groupes qui lognent là, qui sont en l'œuvre pour détruire le Cameroun, veuillent en profiter, c'est autre chose. Autre chose, mais la question de fond est celle-là. Et moi je relie ça à l'ensemble de la condition des travailleurs au Cameroun, la situation du travail. Vous voyez comment dans une néocolonie, c'est-à-dire qu'une bourgeoisie nationale, l'anglo-colonna, c'est-à-dire c'est pas croyable, c'est-à-dire qu'en plus du pillage organisé par le capital colonial, n'est-ce pas, étranger, l'anglo-colonial lui-même encore vient ajouter sa part de corvée là-dessus et les travailleurs subissent, c'est pas possible, c'est-à-dire que c'est incroyable, c'est-à-dire le pillage, c'est-à-dire que c'est un double, triple pillage, mais en plus la maltraitance, n'est-ce pas, que vivent les travailleurs, mon cher Fabrice, ça nous ramène au 19e siècle. Vous avez lu Germinal, non? Absolument. Ça nous ramène au 19e siècle. Sauf que bon, ici, on n'est pas dans le charbon, mais même, il y a des endroits où c'est pire. Allons-y pour refermer. C'est pire. Donc, je vous ai dit, nous allons faire une communication spéciale là-dessus dans le cadre qui sont appropriés. Mais vous m'avez pris de court avec ça. Il fallait que j'en dise un mot et que je mette ça au niveau où je généralise la situation au Cameroun, où les ressources du pays ne doivent pas être confisquées par une minorité. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'une minorité confisque les ressources du pays, puis les ressources du pays en fait ce qu'elle veut, au détriment de la majorité laborieuse. C'est ça, je schématise un peu, c'est ça le problème. Et cette majorité laborieuse, nous appelons, ce sont les travailleurs, Fabrice, ce sont les travailleurs. Donc, voilà, mais, à votre émission, je voulais insister sur un aspect. Je vous en prie, Président. Et votre question d'entame, ça va brouiller un peu ça. Mais bon, c'est vous le boss, c'est vous le patron, je me soumets. Des menaces très sérieuses pèsent sur le Cameroun. Des menaces très sérieuses. Revenus, mais de manière peut-être beaucoup plus succincte. Jonathan. Non, j'en parle depuis quelques jours. Je vais continuer à le faire. Et nous avons des informations précises. Je vous ai dit que Cotin a deux dimensions. Il y a la dimension des revendications légitimes et incontestables des travailleurs, mais il y a la dimension qui se cachait derrière où les forces qui veulent déstabiliser le Cameroun voulaient en profiter. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez vu à un moment donné, on a envoyé l'armée. À un moment donné, l'armée était là-bas. L'armée n'est pas venue tuer les populations, non. L'armée est venue parce qu'il y avait l'autre dimension qui était en train de dire. Et en attendant que mes informations soient complètes, on va vers des négociations à côté. C'est pas ça, Jonathan. C'est pas ça? Si, la situation va être, le problème de fond, les gens vont s'asseoir pour discuter. Et les droits des travailleurs seront améliorés. Et d'ailleurs, nous allons veiller à ça. Mais derrière, il y avait une dimension qui rentre dans le cadre de ce que je suis en train de vouloir vous dire. Des menaces très graves pèsent sur le Cameroun. Le Cameroun, en fait, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État qui est très mûr. Ce n'est pas une préparation. Les gens sont dans le coup d'État, ils sont déjà là-dedans. Il est question de marcher sur le palais. Et à l'heure, je vous parle, ils sont même déjà dans Yaoundé. Je suis à mon avis, hein. Vous savez, moi, j'ai dit des choses. C'est moins grave, Président. C'est ces relations que vous apportez. Vous me connaissez, non? Télévision. Vous me connaissez, non? Vous me connaissez, non? J'ai dit, ça passe par le Nigeria, des frontières du Nigeria. Une partie des frontières qui nous lient au Centrafrique. Vous avez écouté le chef d'état-major de l'armée du Nigeria a fait une sortie le mois passé. C'est pas Christopher Moussa. C'est passé inaperçu comme ça. Mais devant moi, non.
Bon, j'avais beaucoup d'engagement, je n'étais pas ici il y a deux dimanches, je ne pouvais passer ici. Donc je n'ai pas eu le temps de parler de ça. Il a dit qu'il demande à l'ONU de venir enquêter sur les 120 000 Boko Haram qui sont au Nigeria. Je ne sais pas, mais écoute, un chef d'état-major, il demande à l'ONU de venir enquêter. On a tous eu cette déclaration. Très bien. Mais ça vous dit, vous pensez que c'est... Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 137 000 combattants ça veut dire quoi ont été déjà déployés au Nigeria. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le général Tchani vous a dit, la dernière fois dans sa sortie, peut-être très bien, et faites le lien, pourquoi il dit ça? Depuis que le président du Nigeria a été le Tinubu, il ne va même plus au Cameroun. Il est d'ailleurs à Paris actuellement. Très bien. Il ne va même plus au Cameroun. Et par contre, son prédécesseur, dès qu'il a été le premier visite, c'était dans quel pays? Au Cameroun. Quand on connaît les relations qu'il y a entre le Cameroun et le Nigeria, on ne comprend pas que le président du Nigeria, jusqu'à présent, ne va pas mis au Cameroun. Mais il est tous les jours à Paris. Le général Tchadi vous a dit ce qu'il fait à Paris. Et le général n'a pas caché. Je vous avais dit que l'interview du général Tchani était historique. Vous avez dit ceci, je vous dis que l'interview, je vous dis que c'est une interview, vous ne mesurez pas. Mais nous avons pris très au sérieux et nous avons étudié toutes les informations que le général Tchani a mis sur la table. Je sais aussi que les services de sécurité du Cameroun et d'autres pays de la sous-région l'ont fait. Mais président, ils n'ont pas pris la mesure des choses. Je ne sais pas. Parce qu'au niveau de Gari Gombo, le poste de sécurité qui est là-bas, le poste de défense qui est là-bas, n'a pas plus de 30 combattants. Je dis, tout ça est fait. Ça passe au Nigeria, mais ça passe de l'extrême nord. Ça descend l'extrême nord. Oui, ça passe par l'extrême nord, le nord pour descendre. Ils ont comme point stratégique qu'ils veulent frapper Gari Gombo. Il y a les localités qui sont déjà ciblées dans leur agenda. Gari Gombo, pour couper les postes de ravitaillement qui vont à l'extrême nord. Mais toi, tu es seulement au nord. Moi, je dis que... Non, Gari Gombo, c'est à l'est. Pardon, à l'est, oui, à l'est. À l'est et au nord. Je dis qu'à l'heure actuelle, il y a des colonnes qui seraient... leurs éléments... Oui, des éléments positionnés. Ils sont positionnés. Au cœur de la capitale. Clair. Je vous dis, clair. Il y a ce qu'on appelle les fausses bannières. C'est quoi? Les fausses bannières sont les éléments de distraction. Toute l'agitation politicienne que vous voyez là, et les acteurs là, c'est de la fausse bannière. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est la distraction. On plante le décor. C'est-à-dire qu'ils sont en train de planter le décor et chercher des prétextes. Et d'ailleurs, moi, je vais vous dire, il faut que vous le disiez, ce qui se passe autour de cette ONG, dont moi je ne cite jamais le nom. Parce que moi, je ne fais pas ce genre de publicité, je ne cite jamais le nom. N'est pas le fait du hasard. Ce n'est pas le fait du hasard. L'État a un ensemble d'informations. Ce n'est pas le fait du hasard. Vous savez qu'un jour je parle, ce sont vos amis. Donc je ne cite pas les noms, je ne peux pas le faire on va y revenir dans le cadre de la fermeture du Z. Vous recevez 200 francs de budget, je caricature, 200 francs de financement, vous dépensez 30 francs, on vous demande où est 170 francs. Vous dites que vous commencez à brailler, vous commencez à brailler en l'air, tout ça. On connaît tous ces... Attendez, Fabrice, je vous en prie, même si après je rentre... Non, vous n'allez pas rentrer, président, les Non, je vous dis, c'est c'est-à-dire que si c'est venu ici, c'est aussi pour ça. Et c'est ce soir. Et je vais saisir tous les espaces que j'ai pour dire ça. Parce que je vais vous dire que vous me quittez là, votre vie est menacée. Dans le cadre de ce projet. Je vais vous dire ça tout à l'heure. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Donc, ça dit que tout ce qui se passe là en termes d'agitation politicienne, là, ce n'est que des fausses bannières pour distraire les gens. Le plan, c'est d'entrer directement de marcher sur le palais. Les barons du régime sont impliqués à un niveau que vous n'imaginez même pas. Y compris des responsables des principales institutions du pays. Je dis bien des principales... Moi, je n'ai pas la bonne vision. Hein. Des principales institutions du pays. En début d'année, j'ai dit... Il vous a dit que Macron a un plan pour frapper le Cameroun au mois de juin. Vous avez oublié? Je l'ai dit. Quand ils ont su qu'on est un peu... Ils ont accéléré le processus. Nous demandons, pour ne pas dire plus, nous demandons au service de sécurité du Cameroun de fouiller les lieux de culte, tout culte confondu. Il
faut voir à quel niveau nous prenons des risques. Les indices que vous donnez. Je dis tous les lieux de culte. Les lieux de culte. Tout culte, je dis bien tout culte confondu. De fouiller. Les institutions religieuses les plus à soutenir, fouiller. Il n'est pas exclu qu'on ait trouvé des caches d'armes. Il faut aimer son pays à mourir pour prendre le tel risque que nous prenons. Mais c'est notre rôle. Les éléments de l'armée, au plus haut niveau de l'armée, corrompus, dedans. Je n'ai pas dit toute l'armée. Hein. Non. Non, je n'ai pas dit toute l'armée. Je dis bien des éléments de l'armée. Des officiers supérieurs. Je n'ai pas dit toute l'armée. Non, 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 non. Je ne suis pas de ceux qui jouent avec l'institution militaire camerounaise, non. Mais, des éléments de l'armée sont dedans, comme mon chef Fabrice. Le but est, et c'est des projets qui sont, comme ils ont mis, le deadline c'était juin. Comme ils ont vu que bon, on a des bribes d'informations, ils ont accéléré. Et ils jouent leur tout. À Douala, c'est pareil. Et moi, je vous dis ça. Vous, les panafricanistes, vous êtes ciblés. Jonathan Batengene, professeur Belek, vous, Bertrand Bandakani, Charlie Kenyi, nos noms sont en tête des listes. Parce qu'ils considèrent que nous sommes les obstacles pour la réussite de tels projets. Donc, on ne vient pas s'amuser, on ne vient pas jouer, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, c'est plus une affaire, on s'en fout, monsieur Fabrice Doum. Mais, vous savez, moi je vais vous dire, c'est mon point de vue, hein, c'est ce que je pense. Moi, je vais vous dire, si c'est rien comme moi là, il faut suspendre les élections au Cameroun, il faut arrêter ça. Je donne mon point de vue, c'est un point de vue. Il faut arrêter ça. Il faut sécuriser les frontières du Cameroun, à dehors de les fermer même. Je sens que c'est Balakane qui parle, je dis pas n'importe quoi. Niveau d'alerte, pour vous dire à quel niveau d'alerte je suis en train de me situer. Mais bon, les fins limiers de la sécurité du Cameroun savent exploiter ce genre d'indications que nous donnons. Savent exploiter, on leur fait confiance. Il ne s'agit pas de semer un moment de panique, mais d'informer, de dire ensemble. D'ailleurs, je code beaucoup de ce que je dis, pour justement éviter de la panique. Je sais que les véritables fins limiers des forces de sécurité camerounaises sauront comment décoder ça. Et si les gens estiment qu'ils veulent savoir plus, mais je suis là, je suis à Mondovision. Tout à fait. Voilà, donc... merci à vous, Président. Merci infiniment nous rendons grâce au vrai Dieu, comme toujours, à qui nous avons confié la sécurité du Cameroun, qui a le Cameroun dans sa main.